le titre de ma communication, l'intégration africaine ou l'histoire d'une tortue avec des freins. L'intégration africaine ou l'histoire d'une tortue avec des freins. C'est-à-dire que la tortue est suffisamment lente que quand vous lui ajoutez des freins automatiques qui fonctionnent à chaque 500 mètres, vous avez la garantie qu'on n'ira pas très très loin. Et c'est le sentiment que j'ai eu en ayant eu la chance de participer au bilan de l'OUA et à l'émergence de l'Union africaine et d'avoir fait des nuits blanches avec tous les collègues du continent, les gens de la SADC, les gens de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre et bien entendu nos collègues de l'espace, la CEDEAO. Et donc d'entendre tous les débats idéologiques et d'y participer avec l'autorisation du président du Sénégal, comme on faisait les débats de la FEANF, c'est-à-dire des débats très très durs parfois, et voilà, les gens parfois perdaient un peu le sang-froid parce que c'était véritablement des débats très sérieux sur le futur de l'Afrique. Et moi, j'étais toujours très choqué d'entendre particulièrement nos camarades de la SADC, de l'Afrique australe. En commençant les débats, j'étais à peu près convaincu que les camarades de la SADC étaient des panafricanistes. Mais plus on discutait, plus j'étais convaincu qu'ils avaient changé de vision du monde et qu'ils avaient effectivement épousé l'approche gradualiste, l'approche étape par étape. Et ce qui est sidérant pour moi, c'est qu'après 40 ans d'indépendance et d'intégration africaine à l'époque, en 2000, le résultat était là. L'Afrique se portait plus mal, entre guillemets, qu'elle ne l'était en 1963, quand on engageait le processus de l'unité et de l'intégration. Alors je ne comprenais pas pourquoi ils avaient choisi de freiner. Par la suite, dans les discussions et les débats, et la qualité des débats, et la vigueur des débats, une sœur ministre namibienne m'a pris de côté un jour et m'a fait une très belle confession, et j'ai enfin compris de quoi il s'agissait. Elle m'a dit, vous avez l'indépendance depuis 1960, vous avez eu 40 ans d'indépendance. Vous avez eu le temps de faire des indépendances tcha-tcha-tcha, de vous amuser, de faire tout ce que vous voulez. Maintenant, vous voulez passer aux choses sérieuses, vous voulez accélérer. Or, nous, on vient d'avoir l'indépendance au début des années 80, fin des années 80, début des années 90. Laissez-nous, nous aussi, faire notre indépendance tcha-tcha-tcha, danser un peu, prendre les choses un peu plus légèrement. Mais vous, vous êtes trop sérieux. Et vous avez compris, vous êtes revenu de l'illusion des indépendances. Vous voulez maintenant passer effectivement à la construction de l'Afrique en parlant d'unité. Elle me dit, nous avons arraché nos indépendances avec la lutte armée en Namibie, au Mozambique, un peu en Afrique du Sud, dans tous ces pays, au Zimbabwe particulièrement. Et vous, pour l'essentiel, parfois, vous avez négocié vos indépendances pacifiquement, vous avez signé des accords. Elle me dit, comprends. Elle me dit, je te fais une révélation, une confession. Quand nous, ministres de la SADC, nous sommes ensemble, nous disons, mais le ministre sénégalais et son président, c'est eux qui disent la vérité sur le futur de l'Afrique. Mais on ne peut pas aller avec eux pour l'instant, et c'est dommage. Donc elle me dit, calme-toi. Nous sommes avec toi, nous t'aimons beaucoup, nous ne sommes pas contre toi, mais malheureusement nous ne pouvons pas encore partager votre vision. Alors, un brillant ministre de la SADC a résumé nos débats en disant que le débat opposait les gazelles et les éléphants. C'est eux les éléphants, ils marchent d'un pas assuré vers l'intégration, vers l'unité. Et c'est nous qui sommes les gazelles parce que nous sommes pressés et que nous courons très vite. Alors ça faisait rire les gens dans la salle, mais moi ça ne me faisait pas tellement rire, parce que je pensais qu'effectivement, on était en train de décimer les éléphants en Afrique, et que les gazelles étaient encore là, en train de gambader et d'être vigoureusement en train d'occuper les prairies de ce continent. Donc pour moi, ce n'était pas une critique que de nous traiter de gazelles et de gens pressés. Et on avait 1000 raisons d'être pressés. Nous pensons que l'intégration africaine, telle qu'elle était conçue au départ, était déjà une tentative de barrer la route à la problématique de l'État fédéral et des États-Unis d'Afrique. Nous pensons que, particulièrement Julius Nyerere, un grand Africain, bien entendu, s'il ne s'était pas opposé à Kwame Nkrumah,
s'il n'avait pas rejoint le camp de Léopold Sédar Senghor et d'autres leaders, peut-être que les choses auraient basculé dans l'autre sens. Mais ce qui est intéressant et pourquoi je le dis, c'est que c'est Nyerere lui-même qui tranche le débat. 1997, il est invité au 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Ghana 1957, 1997, 40 ans. Nyerere se rend au Ghana et à la surprise générale, il fait son autocritique. Il regrette de s'être opposé à Nkrumah. Et il dit au fond, Nkrumah avait raison sur nous. Moi, j'avais cru qu'avec l'intégration africaine, étape par étape, progressivement, pas à pas, et par l'économie, on pouvait harmoniser nos économies, harmoniser les économies de nos différents pays et bâtir une véritable intégration africaine, avoir des ensembles solides et maintenant penser à aller à l'État fédéral. Il dit, nous n'avons pas réussi. Nous n'avons ni État fédéral, ni économie intégrée, ni région intégrée. Et ensuite, Nyerere fait le discours suivant, dont je vous lis rapidement quelques extraits. En termes d'aveu, de confession et d'autocritique. Il dit, je dois avouer que nous, la première génération de dirigeants de l'Afrique indépendante, nous n'avons pas poursuivi l'objectif de l'unité africaine avec la vigueur, la détermination et la sincérité requises. Si les chiffres étaient des chevaux, l'Afrique caracolerait en tête des pays d'aujourd'hui. L'Afrique serait le continent le plus puissant de la planète car elle occupe le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée générale des Nations unies. J'adresse cet appel à la nouvelle génération de dirigeants et de citoyens africains. Œuvrez sans relâche à l'unité, avec la ferme conviction que sans unité, il n'y aura pas d'avenir pour l'Afrique. Et il conclut son adresse ainsi. Je rejette la glorification de l'État-nation léguée par le colonialisme, ainsi que les nations artificielles que nous tentons de forger à partir de cet héritage. Au fond, nous sommes tous Africains, mais des Africains qui essayent de toute leur force d'être des Ghanéens ou des Tanzaniens. Heureusement pour l'Afrique, nous n'avons pas totalement réussi. Le monde extérieur a du mal à distinguer un Ghanéen d'un Tanzanien. Ce que le monde extérieur voit en nous, c'est que nous sommes africains. Oubliez la stupide division des peuples africains entre anglophones, francophones et lusophones. Cette tentative de diviser nos peuples en fonction de la langue de leurs anciens colonisateurs doit être rejetée avec fermeté, avec tout le mépris qu'elle mérite. Pendant ce temps, les propriétaires naturels de ces langues magnifiques sont occupés à construire une Europe unifiée. Ma génération a conduit l'Afrique à la liberté politique. Les leaders actuels et les peuples d'Afrique doivent reprendre la torche vacillante de la liberté africaine, la ranimer avec leur enthousiasme et leur détermination et faire avancer l'intégration africaine. Fin de citation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Nos dirigeants ont refusé l'unité politique, l'union politique du continent, pour prônée par Kwame Nkrumah, par Cheikh Anta Diop, par Modibo Keïta, par Sékou Touré, et même par le roi Mohamed V et tous les leaders du groupe de Casablanca qui s'étaient réunis en 1961 à Casablanca pour réclamer en fait la consolidation d'un processus politique unitaire en Afrique. Mais imaginez que le but principal du groupe de Casablanca, c'était de tout faire pour sauver la vie à Patrice Lumumba. Ils se sont réunis vers le 11 janvier et Lumumba a été assassiné le 20 janvier. Et depuis que Lumumba a été assassiné, l'histoire du continent a déraillé, a pris un autre cours. Donc, ce groupe-là pensait qu'il faut aller rapidement à l'union. Et Nkrumah a expliqué, a argumenté. Nous venons d'avoir l'indépendance. Nous n'avons pas consolidé des États, ce que Cheikh Anta appelle des États nains et des États non viables. Il dit qu'on peut aujourd'hui, on n'a pas encore cristallisé les nationalismes. Certains pays n'ont même pas d'ambassadeurs, n'ont pas encore nommé d'ambassadeurs parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il dit que c'est le moment, bien entendu, en reconnaissant à chaque État sa souveraineté. Et ça, c'est un point extrêmement important. Tous les anti-panafricanistes passent leur temps à expliquer aux autres États africains que ces gens veulent vous voler votre souveraineté. Mais regardez l'exemple des États-Unis, de la Fédération mexicaine, allemande, tous les pays fédérés, Canada.
Est-ce que vous croyez que le président des États-Unis peut donner des instructions au gouverneur du Texas ou au gouverneur de Californie? Il n'y pense même pas, parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Ces États, dans leur orientation libérale, ultralibérale, conservatrice, religieuse, comme les Mormons à Utah, chacun de ces États a défini son style de vie, ses orientations, etc. Mais ils ont décidé, 50 États, au lieu d'avoir 50 armées nationales, d'avoir 50 ministres des Affaires étrangères, d'avoir 50 ministres des Finances et qui s'occupent de la monnaie et de la Banque centrale, 50 ministres du commerce international, où vous voyez les 50 États américains en train de compétir entre eux, ce que Abdoulaye Wade appelait la compétition ruineuse entre nos pays africains. Au lieu de cela, ils décident de mutualiser l'armée, la diplomatie, la monnaie, le commerce extérieur. Tout le reste est laissé librement aux États américains fédérés. Chacun de ces États garde sa souveraineté sur l'essentiel et détermine ses politiques. Maintenant, la force de l'État fédéral et du fédéralisme, c'est que les plus avancés contribuent un peu plus que les moins avancés, et les plus avancés ont à cœur de tirer les moins avancés vers le haut. Ce qui fait qu'un État comme la Californie, qui a le même niveau économique, de puissance économique et financière que l'Allemagne, cet État vivait à côté de l'État de Mississippi, qui à un moment n'avait pas de l'eau courante comme ici chez nous, n'avait pas de l'électricité comme ici chez nous. Mississippi, Alabama, tous les États très très pauvres. Et l'Amérique s'est fixé comme objectif de redresser ces États et de les tirer vers le haut. C'est ça l'État fédéral. On garde sa souveraineté, et à l'Union africaine, je me suis battu, je n'ai pas réussi bien entendu, pour qu'on enlève de la charte de l'Union africaine que nous sommes une union d'États indépendants et souverains. Je le dis, chers amis, nous sommes une union d'États souverains, très bien, mais mettez au moins interdépendants. Au moins interdépendants. Les États, 50 États américains sont interdépendants parce qu'ils ont mutualisé 4 secteurs forts de leur souveraineté. Ils ont une seule armée américaine, et c'est la première puissance du monde. Ils ont une seule monnaie. Ils ont un même tarif extérieur commun pour leur commerce. Et ils ont un seul ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Quand j'allais aux Nations Unies, assis avec 53 ou 54 ministres des Affaires étrangères de l'Afrique, ensuite, nos chefs d'État viennent, 50 et quelques chefs d'État prennent l'avion pour venir là-bas dire exactement la même chose. Quand tu écoutes 3 ou 4 chefs d'État africains, tu peux faire la sieste pour le reste du sommet parce que tu ne vas rien rater. Ils vont tous répéter les mêmes choses. La première fois que John Kufuor a eu la parole en tant que président de l'Union africaine pour parler au nom du continent, c'était extraordinaire. On a eu un sentiment de fierté. Et aujourd'hui, vous faites les décomptes. L'Amérique a 15 ministres, 15. L'Afrique a 2300 ou 400 ministres. Et qu'est-ce qui est plus efficace? Les 2400 ou les 15? Parce que c'est eux la première puissance du monde. Bien entendu, ils ont des gouvernements d'État, etc., avec des responsabilités, tout ce qu'on veut. Et s'ils veulent aller plus haut, ils vont vers l'État fédéral. Mais nous, combien de ministres, combien de députés, combien de salaires à payer, combien de bureaucratie à entretenir, combien de gouvernements à gérer, pour des résultats aussi faibles? Chers amis, quand j'ai appris que sur 1,3 milliard d'habitants en Afrique, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas l'électricité, presque la moitié du continent. Ça lacère votre cœur quand vous savez que nous avons presque le plus de ressources hydriques dans le monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Kwame Nkrumah en 1958 dit qu'avec la construction du barrage d'Inga sur le fleuve Congo, l'Afrique était entièrement électrifiée et l'Afrique exporterait de l'électricité, vendrait de l'électricité, de l'énergie au reste du monde. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, après 63 ans d'indépendance, 60 ans d'intégration africaine, 600 millions d'Africains n'ont pas l'électricité. On vous dit que la Centrafrique, avec l'Ubangi-Chari, un pays qui a du diamant, qui a du pétrole, qui a une vaste surface, qui a des étendues, des terres arables, qui peut faire nourrir l'Afrique quasiment. La Centrafrique ne fournit de l'électricité qu'à 8% de sa population. 8%. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop avait raison de parler d'État nain et d'État non viable.
Et il sera difficile pour moi que quelqu'un d'autre puisse me convaincre que les 54 États que nous avons mis sur place pourront effectivement atteindre leurs objectifs. Aucun de ces pays n'est émergent, je suis désolé. En Afrique du Sud, les Blancs sont émergents, les Noirs ne sont pas encore tout à fait émergents. Le Maroc tape à la porte de l'émergence. C'est un pays qui fait beaucoup de progrès, il faut le reconnaître. Mais comment se fait-il que nous ayons choisi un modèle de développement et après 60 ans d'indépendance, des pays comme la Corée du Sud, le Nigeria avait un GDP, un PIB supérieur à celui de la Corée du Sud. Le Ghana était proche de la Corée du Sud. Ce pays a multiplié 1600 fois son PIB de 1960. Nos pays multiplient 15 fois, 20 fois. Après, on se dit, mais pourquoi? Après, certains me disent, oui, mais attendez, la Corée du Sud n'est pas dans une fédération. Comment ils ont réussi? Plusieurs raisons. Leadership. Deuxième raison, l'histoire. C'est un pays qui a un État depuis 3000 ans. Et c'est un pays qui forme ses cadres, qui forme dans leur langue, le coréen. Nous, en Afrique, on forme nos élites dans quelle langue? Aucune langue africaine quasiment. Sauf ceux qui forment en Swahili et tout, ce qui est une bonne chose, ou en arabe pour les pays arabophones. Et ensuite, 3000 ans d'histoire et d'État, c'est différent de nos pays qui avaient 3 ans d'existence, 5 ans, des États qui ont été fabriqués au crayon, au compas et à l'équerre, découpés. Vous prenez l'Empire du Gabou, on trouve les moyens de créer la Guinée-Bissau lusophone, la Gambie anglophone, le Sénégal francophone, et si vous considérez qu'une partie de la Mauritanie, le côté sud, faisait partie un peu de l'ensemble du Fouta, Toro, etc., vous vous rendez compte qu'il y a aussi de ce côté un pays arabophone. Dans un petit espace, ce qui fait que la théorie des cercles concentriques de Senghor, je l'ai dit à l'Union africaine, je l'ai dit au Sénégal sans aucune gêne. Senghor, pour moi, avait une contradiction. Il était sincèrement, je pense, panafricaniste et il était contre la balkanisation de l'Afrique. Mais Senghor s'est opposé à Nkrumah pour l'essentiel pour des raisons idéologiques. Il s'est opposé aussi, bien entendu, à Cheikh Anta Diop, le compagnon de Nkrumah au Sénégal. La conséquence, c'est quoi? C'est d'avoir une belle théorie, comme je dis, les cercles concentriques, qui a la beauté du verre et qui en a aussi la fragilité. La plus grande difficulté pour unir des pays, c'est d'unir des pays voisins. Prenez la Gambie et le Sénégal. J'ai toujours dit que la Gambie et le Sénégal ne s'uniront dans une entité sénégambienne que le jour où on aura une confédération, une fédération ouest-africaine. Si les 15 pays de la CEDEAO deviennent un État fédéral régional, la Gambie et le Sénégal seront à l'aise pour adhérer. Mais demandez à la Gambie et au Sénégal d'aller dans une fédération. Demandez, on a essayé avec le Mali, on a vu le résultat. Extrêmement difficile dans la diplomatie, dans ceux qui font la géopolitique, la géostratégie. Il est plus difficile, plus facile pour moi, pour disons beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, de s'unir avec le Congo, de s'unir avec la Tanzanie, avec le Kenya. Ils ne sentent aucun danger, il n'y a pas de pression locale, etc. C'est beaucoup plus simple pour eux que de venir dire aux Sénégalais, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, les deux Guinées sont vos frères, vos voisins, unissez-vous tout de suite. La théorie des cercles concentriques ne marche pas, n'a pas marché et à mon avis ne marchera jamais. Il faut un idéal plus fort que cela. Maintenant, je vais aller très vite sur une question. L'échec de la CEDEAO. L'échec de la CEDEAO. Maintenant, je parle en des termes comme ça, crus, pour être beaucoup plus compris ou mieux compris. 1975, nos chefs d'État appellent la création de la CEDEAO. Première réaction de Cheikh Anta Diop. Il dit, vous voyez, ils nous ont imposé l'unité de l'Afrique via l'intégration soi-disant économique. Il dit, ils ne savent pas que l'économie, c'est le domaine de la compétition. L'idéal de l'union politique, c'est un idéal. Il dit, si nous décidions, non pas d'appeler, de créer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de créer simplement la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest sous forme d'une union fédérative. Il dit, la conséquence, c'est quoi? Si nous avons un budget de notre union, nous allons dire quel est le pays le moins avancé. À l'époque, il donnait l'exemple du Niger.
Il dit nous pouvons prendre la moitié du budget de l'Union et investir cela dans le Niger pour permettre à ce pays de rejoindre les autres, parce que nous allons vouloir le tirer vers le haut. Il n'y a aucune compétition. Aujourd'hui, la CEDEAO, quand nous allons en réunion, chacun vient avec son drapeau national. Chacun défend d'abord les intérêts de son pays. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Et Cheikh Anta prédisait, il disait que ça prendra 10 ans ou 100 ans. Tôt ou tard, la CEDEAO va atteindre son niveau d'incompétence, c'est-à-dire va s'arrêter et ne pourra plus avancer. Chers amis, qu'est-ce que nous vivons avec la CEDEAO aujourd'hui? Le Nigeria est attaqué par Boko Haram. 40 000 morts au Nigeria. 40 000 morts. C'est presque un génocide. Où est la réaction de la CEDEAO? Où est la réaction des autres pays africains? Le Burkina Faso, attaqué depuis 3 ans. 10 000 morts au Burkina. Où est la réaction de l'Afrique de l'Ouest? Où est la réaction de la CEDEAO? Et quand on a suffisamment critiqué nos dirigeants, ils ont commencé à dire oui, on met en place une armée régionale africaine. On a dit bravo, une armée régionale de la CEDEAO. Mais dès qu'on a fini de dire bravo, ils disent mais attention, c'est pour lutter contre les terroristes et contre les coups d'État. Vous vous rendez compte? Comment on peut mettre une armée régionale ouest-africaine pour lutter contre les coups d'État? Comme, et je vous jure que je disais à des amis, mais je ne leur souhaite pas cela, mais s'il y a un coup d'État, est-ce qu'ils vont envoyer leur armée pour envahir ce pays-là? Ils vont se rendre compte que ce n'est pas faisable. Et le cas du Niger est là. La CEDEAO a prétendu qu'elle allait faire une opération militaire. Un comportement tout à fait inacceptable. Et vous voyez, nous, aller faire la guerre contre le Niger, c'est totalement impensable. Voilà les absurdités du système que nous avons choisi. Nous refusons de faire de la politique. Nous ne voulons pas une union politique. Nous voulons soi-disant une union économique. Nous avons un passeport commun. Nous avons une carte d'identité commune, tout ce qu'on veut. Mais allez demander aux acteurs du travail, des activités économiques, allez voir les gens des activités économiques, demandez-leur si la CEDEAO est intégrée. Demandez-leur le passage des frontières, l'argent de la corruption qu'on leur impose à payer, les voitures qui sont bloquées pendant une semaine dans les points de passage. Nous n'avons pas réussi la libre circulation des biens et des personnes, ce n'est pas vrai. Nous ne l'avons pas du tout réussi. Et nous n'avons pas réussi les cercles concentriques, nous n'avons pas réussi la création d'une union fédérative. Alors nous, ce que nous proposons, contrairement à ces chiffres faramineux qu'on nous donne, et ça c'est pour endormir les Africains, la situation du continent pose problème. Nous ne pouvons pas avoir 1,3 milliard d'habitants, dont 70% de jeunes, ça veut dire 1 milliard de jeunes. Comme disait le regretté professeur Moussa Seck, mon ami qui est décédé, le plus grand agronome africain à mon avis, il disait que 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras. Mais 2 milliards de bras, vous pouvez soulever toutes les montagnes du monde et les déplacer. Et qu'est-ce que nos États font? Nos États font des jeunes un problème à gérer et non pas un atout de nos pays. Et je dis souvent, quand nos gouvernements, nos chefs d'État, nos leaders appellent les jeunes dans une salle pour leur dire « on comprend vos revendications, mais comprenez que l'Afrique est pauvre, nous sommes pauvres ». Avant, ça passait, maintenant les jeunes ne les croient pas une seule seconde. Parce que dire à quelqu'un qui marche sur de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz, de l'uranium, du coltan, de tout ce qu'on veut, lui dire qu'il est pauvre, nous, nos générations, on l'a avalé. Mais les jeunes refusent de l'avaler, premièrement. Et deuxièmement, leurs interlocuteurs, ceux qui essaient de leur expliquer, de se calmer, on va trouver des solutions. Ceux-là sont des milliardaires, malgré la pauvreté prétendue de nos pays. Donc les jeunes sont révoltés contre cela. Et pour eux, la solution, c'est quoi? Perdre l'espoir, ne plus croire qu'ils ont un avenir chez nous. Et les jeunes choisissent la mer, choisissent le désert pour pas essayer de trouver un avenir. Il y a une profonde cassure idéologique, une perte de confiance de nos jeunes par rapport au système. C'est pour ça que les plus conscients d'entre eux sont des panafricanistes. Ils demandent qu'on retourne à certaines règles et ils veulent qu'on comprenne que nous devons construire une Afrique unie. Une Afrique unie. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Cheikh Anta Diop était très précis sur la question. Nkrumah, il a été victime, après on sait de ce qui s'est passé. Coup d'État renversé, et on a essayé de le diaboliser. Et on a décapité notre leadership. Lumumba assassiné, Cabral assassiné,
Nyobe assassiné, Ernest Wandié, Félix Moumié, Boganda de Centrafrique, son avion est tombé, etc., etc. On nous a attaqué là où on avait plus besoin de ces grandes compétences africaines. C'est pour cela que je dis, l'Afrique a 3 grands problèmes. 1 leadership, 2 leadership, 3 leadership. C'est ça qu'il nous faut régler pour que les Africains comprennent que les fondamentaux du développement, encore une fois, c'est l'agriculture. Il faut nourrir ces populations. C'est une honte pour l'Afrique d'aller acheter du riz en Thaïlande. Ces paysans-là n'ont rien de plus important que nous en termes d'expérience et de culture. Nous avons les meilleures terres du monde, nous avons de l'eau. Pourquoi avons-nous faim en Afrique? L'éducation. 1 milliard de jeunes à éduquer. Un immense potentiel pour l'Afrique. Est-ce que nos dirigeants en ont fait une priorité? Et surtout, quelle est la vision de l'éducation? Vous prenez, on est dans la faculté de médecine de Dakar. L'école de Dakar est une école de qualité mondiale, universelle, avec les meilleures expertises possibles. Est-ce que l'Afrique a conscience que nous pouvons utiliser le leadership de l'école de Dakar, mutualiser, c'est le maître mot d'une démarche fédérale, mutualiser, mettre en priorité l'école de Dakar, aller dans d'autres pays où les compétences en nouvelles technologies sont avancées, on renforce ces pays et on crée des écoles panafricaines. Des écoles panafricaines. Mais si le Sénégal veut construire tout son système éducatif à lui tout seul ici au Sénégal, on n'aura jamais le budget, on n'aura jamais assez de moyens pour le faire. Il faut des pôles d'excellence en éducation, des pôles d'excellence en santé, il faut des pôles d'excellence en agriculture. C'est les 3 fondamentaux du développement, agriculture, éducation, santé et infrastructure de base. Ça n'a été réussi dans aucun pays africain parce que nous avons l'ambition soi-disant de le faire nous-mêmes. Je termine sur un point. Les gens ont compris que notre faiblesse, c'est d'avoir accepté ces 54 États. Et ils continuent le travail. Pour nous, ils sont passés à la phase de l'hyperbalkanisation de l'Afrique. Le Soudan, c'était une catastrophe qu'on enlève 600 000 km² qu'on appelle ça Soudan du Sud. Depuis qu'ils l'ont fait, les Américains en particulier étaient en tête de cette croisade. Qu'est-ce qui s'est passé au Soudan du Sud? 12 millions d'habitants, 4 millions de déplacés, 300 000 morts. Où est la victoire de la balkanisation et du séparatisme? Ensuite, on encourage séparatisme en Casamance, séparatisme à Azawad, séparatisme un peu partout au Maroc, partout on parle de oui, cette région a des spécificités, etc. Ils veulent casser le Soudan. Ils ont dit que le Nigeria n'est pas viable, il faut le casser en plusieurs États pour qu'il fonctionne. Ils ont dit que la RDC ne marchera jamais, il faut le casser en plusieurs États. Donc, Nkrumah avait parlé devant 32 États, aujourd'hui nous sommes 54, et si cette marche continue, nous allons à 70, 80 États dans ce continent qui fait 30 millions de kilomètres-carrés, qui a toutes les ressources du monde, et comme l'a dit un des intervenants, qui devait rejoindre la Chine et l'Inde, parmi les World Global Players, l'Afrique doit avoir l'ambition d'être effectivement une puissance mondiale à côté de l'Inde, de la Chine et autres. Donc, chers amis, quand un paradigme est faux, quand un paradigme a produit autant de malheurs, il est temps de s'en détourner. Il est temps de revenir véritablement à la doctrine des pères fondateurs comme Nkrumah et Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas trop tard. Et si on ne le fait pas, la jeunesse africaine va nous forcer à le faire. Et je suis convaincu que des leaders accélérateurs de l'histoire vont émerger dans nos continents. Et l'Afrique sera ce qu'elle devrait être, une puissance mondiale. Merci beaucoup.